Salut les amis. Bonjour tout le monde. Tout le monde, les amis, et les crapauds baveurs aussi, qui sont qui nous suivent avec beaucoup de... Oui, ils suivent aussi. Hein? Chaque vidéo qu'on fait, ils sont là. Bon, voilà. Et aujourd'hui, on va parler de la deuxième partie de ce verdict du 30 août 2018. En particulier, nous allons parler du verdict qui concerne le grand relaxé de l'affaire, j'ai nommé le petit traître Jérémy Léhu. Oui, et on va vous lire un petit texte pour les petits malins qui vont dire « Oh, regardez, ils lisent un texte, ils essaient de cacher ça, donc on n'essaie rien de cacher du tout. » Donc voilà, on va vous lire un petit texte parce qu'on va structurer un peu mieux ce qu'on veut dire. Oui, puisqu'on nous fait aussi des remarques sur le fait que nos textes sont trop longs. Moi, je fais des grands monologues décousus, n'est-ce pas? Bon, on va essayer de faire quelque chose de plus concis qu'on a préparé. Voilà, donc ceux qui se croient plus malins que tout le monde, ils vont dire, bon alors, il est où le texte? Où est-ce qu'ils arrivent à lire? Comment ça fonctionne? Bah, on vous laisse, voilà, s'il y en a qui veulent s'occuper, on a quelque chose pour eux. Bien. Maintenant, passons aux choses sérieuses, lisons notre texte et informons un peu le public, enfin surtout nos amis, concernant donc le sinistre traître de l'affaire, Jérémy Léhu. Et oui, malheureusement, il faut faire une vidéo là-dessus, ça nous pèse beaucoup, on a des choses beaucoup plus importantes à traiter, mais c'est important. Il faut le faire, il faut le faire. Ça fait quand même des années qu'ils nous bavent dessus, et il y a une raison à cela, ça va être d'ailleurs quelque chose que nous allons faire en deux parties, de façon assez structurée, parce qu'il faut bien expliquer le pourquoi du comment, et que derrière ce petit morveux insignifiant, hein, c'est jamais qu'un petit morveux, en fait il y a l'empreinte du réseau, et le réseau c'est mettre en place des tristes énergumènes de ce type. Bah oui, c'est normal. Voilà, le réseau il nous a déféqué, voilà, la fiente, Jérémy Léhu, hein, sur notre passage, moi je... Ah oui, bah, vous savez, faire gaffe quand même, hein. Vous prenez une fiente en pleine gueule, des fois vous pouvez en prendre un peu dans l'œil, ça brûle, vous en avez, vous avez plein de t-shirts, même jusque sur la pointe de la basket, là, et croyez-moi, c'est dégueulasse. C'est pas agréable. Bon, voilà, c'est ça, c'est rien de plus que ça, ouais, mais... C'est pas bien grave, mais bon. Quand ça vous tombe dessus, voilà quoi. Voilà. Bon. Donc, revenons sur le verdict. Maintenant, nous allons rentrer dans le concret. Oui, alors, si cet individu est le seul relaxé de l'affaire, c'est évidemment parce qu'il a enfoncé Sandrine Cachalois dans toutes les largeurs, et ce depuis le début de l'affaire. Oui. Rappelons qu'effectivement, Jérémy Léhu avait déclaré, lorsqu'il était en garde à vue en 2012, qu'il était probable qu'il y a eu un projet d'enlèvement. Depuis le début, cet individu se permet de calomnier Sandrine Cachalois en affirmant qu'elle est folle. Eh oui, et ça c'est beaucoup plus grave que ce qui n'y paraît à première vue, parce que ça n'attaque pas seulement la réputation de cette mère de famille ô combien courageuse, ben non, ça induit de fait que l'affaire d'origine, c'est-à-dire les déclarations qu'elle a apportées, sur une affaire d'agression sexuelle donc de ses enfants par des membres de la famille Kallio, serait une pure invention. Affirmer que cette mère de famille est folle et qu'elle tient des propos incohérents dans le cadre d'affaires de suspicion de viol de mineurs par ascendant non établi condamne, le cas échéant, les enfants à rester la proie des agresseurs sexuels jusqu'à leur propre transformation en prédateurs sexuels. Alors nous sommes obligés d'employer ce genre de mots, hein, agression sexuelle non établie. Pourquoi? Parce qu'évidemment, le gros problème, le point central du problème, on reviendra dessus, c'est que l'institution judiciaire fait tout ce qui est en son pouvoir pour bloquer depuis le début, dans l'œuf, toute affaire, et pouvoir dire après que non, les affaires, les faits n'ont jamais été établis. Alors, pour en venir à ce que tu disais, effectivement, Léhu, pas plus que quiconque, ni même que nous, a été en mesure d'établir si les accusations donc d'origine de Sandrine Cachalois étaient fondées ou non, et du reste, il n'a jamais cherché à l'établir. Alors, rappelons que l'individu a infiltré notre petite cellule d'enquête en été 2012, alors que nous étions en train de boucler notre gros
gros, notre grand dossier d'enquête qui réunit une dizaine de nouveaux cas de persécutions judiciaires de parents protecteurs dans le contexte de, on va dire, suspicion de viol de mineurs. Oui, c'était fin 2011. Le HUT commençait à grenouiller dans le milieu des activistes et des victimes, histoire de se construire son profil d'enquêteur indépendant. Ah oui, de cette façon, l'individu était allé un petit peu avant nous, d'ailleurs, à la rencontre de Sandrine Gachalois, par le biais d'une personne, de nos amis, qui s'intéressait de très près à toutes ces affaires-là. Alors, cette personne, active et très bien intentionnée, je tiens à le préciser au passage, parce qu'elle va se reconnaître, n'était en revanche pas assez discrète, ce que je n'arrêtais pas de lui dire, vous savez, avec Facebook, Internet, etc. Elle rentrait en contact avec des victimes et des témoins dans le cadre de ces affaires, de parents protecteurs persécutés par l'institution judiciaire. Et cette personne, du reste, faisait aussi assez informellement office de boîte à lettres, pour moi. Et c'est ainsi donc qu'elle nous a proposé de rencontrer le triste énergumène Léu, lequel se présentait à ce moment-là comme un enquêteur citoyen, indépendant, qui voulait m'assister. Ouais. Mais il faut bien savoir que le HUT sortait de nulle part. Soudainement, à cette période de notre second dossier d'enquête. Sortait de nulle part. Voilà, il est sorti après. Donc. Vous savez, un corbeau passait par là. Bref, je t'ai coupé. Ouais, c'était ce heureux hasard. Alors, heureux hasard. j'étais en train de lire que le HUT sortait de nulle part à cette période de notre second dossier d'enquête. Après celui sur les dessous de l'affaire des CD-ROM de Zandvoort. Les réseaux de l'horreur, vous vous rappelez? Ouais. Les réseaux de l'horreur. Et qu'ils se mettaient sur notre chemin, comme par un heureux hasard, se prétendant motivés pour des enquêtes interdites, précisément sur le sujet de notre dossier d'enquête. Oui, et quand nous avons accepté en fait de rencontrer le sinistre individu en question, c'était donc en été 2012, et que nous lui avons proposé de nous accompagner pour notre dernier cas d'enquête qui était celui de Sandrine Gachalois, il a tout simplement refusé, fort curieusement. Alors il affirmait connaître l'affaire, il nous expliqua qu'elle était bidon, que la femme en question, donc Sandrine Gachalois, était mytho et parano, tiens, ça me rappelle quelque chose. Bref, que ces dénonciations d'origine étaient de l'ordre du délire, on pourrait dire de l'ordre des bouffées délirantes, n'est-ce pas, qui sont citées à toute occasion par les ignobles en robe noire, les merdias, le baveux, Daniel Picotin. Alors ça nous a troublés, effectivement, qu'ils nous disent « Ah, l'affaire est bidon, elle est folle ». Car nous, les tout premiers éléments qu'on avait, en fait, qu'on avait pu recueillir grâce à cet ami, justement, nous indiquaient plutôt que cette affaire rentrait bien dans le cadre de toutes ces autres affaires de trahison judiciaire, de trahison institutionnelle, qui est donc le thème central de nos enquêtes du moment. Alors, nous avons simplement pensé que l'individu n'avait aucune expérience en la matière, ce qui du reste est une évidence, et que c'était simplement ça qui expliquait sa prise de position si active, si catégorique. Qu'est-ce qu'on était naïf. Oui. Bon, cela n'était pas parce que la mère de famille avait été internée par décision judiciaire que celle-ci était folle, ce qu'il semblait dire. Oui. Le fait que cette mère de famille ait été emprisonnée et internée avec un traitement de choc, sans qu'il y ait eu d'enquête judiciaire, suite aux dénonciations qu'elle avait tenté de porter en justice, nous interpellait au contraire avec cette impression de déjà-vu. Oui, parce que c'était les premiers éléments que nous avions, qui étaient arrivés à notre connaissance, qui avaient été portés à notre connaissance par cette fameuse personne, cet ami qui avait dégrossi l'affaire de Sandrine Gachalois, et qui nous avait à nous aussi permis d'aller à la rencontre de cette femme. Alors, pour nous, il fallait vérifier la véracité de ces premiers éléments d'information, et en fonction de cela, mettre en forme ou non l'affaire, et le cas échéant, en faisant bien ressortir l'aspect donc trahison judiciaire qui amenait comme toujours à l'interdiction de la manifestation de la vérité, qui est la phase 1 dans le fameux protocole que nous dénonçons, avant de glisser sur la phase 2. Alors la phase 2, dans ce protocole bien identifié par nos enquêtes et nos expériences,
À ce sujet, je vous renvoie vers ce livre que j'ai écrit, qu'on trouve en PDF sur Internet, Justice pour enfants violés, le protocole des ignobles en robe noire. Vous verrez qu'il s'agit bien d'un protocole. Eh bien, dans la phase 2, ce protocole concerne une série de mesures dites judiciaires, terroristes. Des mesures terroristes déguisées en mesures judiciaires, qui sont appliquées arbitrairement contre le parent protecteur de façon systématique. Ce retournement de la justice contre le parent apparemment protecteur a le double effet de pulvériser ainsi le principe de précaution concernant des enfants qui, faute de vérification judiciaire des faits dénoncés par eux, restent plus formellement exposés à nouveau et par décision judiciaire à une trop probable configuration pédocriminelle incestueuse. Pardon s'il s'agit de répétition, mais l'état d'esprit de notre travail doit bien être compris par tous. Oui, d'ailleurs, pardon aussi de toujours employer le conditionnel, de dire oui, le cas échéant, si c'était avéré, etc. Une fois de plus, c'est tout le cœur du problème, c'était tout le fondement de notre façon de travailler. Alors, curieusement, ce Léu qui voulait tant venir en enquête avec nous, là, du coup, il ne semblait plus intéressé, parce qu'il ne semblait pas non plus intégrer ce principe d'enquête, justement, dont on vous parle. Et il semblait plutôt préférer rester sur ses positions, sur ses prétendues impressions concernant Sandrine Gachanois et son affaire. Bon. Alors ce point aurait dû nous alerter, absolument, je ne vais pas vous dire le contraire, on a été naïfs, ce point aurait dû nous alerter, mais cet individu est quand même assez sournois, et il a décliné notre proposition de façon assez à droite, en disant que il avait son dossier de RSA à traiter, il avait des démarches à faire ce mois-ci, exactement dans la période où nous devions aller enquêter sur le dossier de Sandrine Gachanois. Oui, précisons que l'individu est au RSA à cette époque, avec plutôt un profil de cas social qu'autre chose. N'ayant toujours pas de permis de conduire à 28 ou 29 ans, et fraudant la SNCF en permanence pour effectuer ses déplacements. Histoire présentée comme pour parfaire le profil du rebelle supposé nous intéresser. Ouais, le rebelle SNCF, oui. Bon, et en y repensant d'ailleurs, avec le recul nécessaire, et ce que nous avons aujourd'hui compris de cet énergumène, cette histoire-là est d'ailleurs assez trouble, parce que l'élu disait qu'il ne payait jamais le train, qu'il se faisait verbaliser à chaque fois, qu'il accumulait les amendes, qu'il ne payait donc jamais non plus, et ce, sans avoir jamais le moindre préjudice. Et en fait, ça ne tient pas debout, parce que les contrôles, déjà, en règle générale, se font au début des voyages par les contrôleurs, ce qui fait que donc, on est débarqué bien avant de pouvoir arriver à destination, donc il ne pourrait pas faire tous ces déplacements de cette façon, et il dresse une contravention, et quand l'individu est débarqué du train, il est pris en compte par d'autres agents SNCF, qui peuvent aller jusqu'à appeler la police ou la gendarmerie. C'est pas aussi simple de frauder, contrairement à ce qu'il nous racontait. Donc aujourd'hui, nous comprenons que c'était des histoires, et pourquoi il avait cette nécessité de nous expliquer comment il faisait pour faire ses grands déplacements, ses voyages d'enquêteurs dans toute la France. Oui, partout en France et en Europe. Et même en Europe, parce que vous allez voir qu'il était dans des milieux pédocriminels, je dis bien pédocriminels, quelque part ailleurs en Europe, à une certaine époque. Là, on a absolument tout compris. Bien, des années plus tard. Et donc, cette histoire servait à dissimuler le fait qu'il était financé. Il était financé non pas pour enquêter réellement sur la pédocriminalité, les dessous de la pédocriminalité, il était financé pour infiltrer le milieu d'activistes et surtout infiltrer notre petite cellule et nous faire tomber dans un piège. Voilà, donc cet individu avait une histoire à raconter pour pouvoir justifier ses grands déplacements en train, qui étaient donc payés. Oui, il a été payé pour nous infiltrer et nous faire tomber dans un piège, celui de Bolondoz, le 22 septembre 2012. Et nous savons par qui. Oui. Et nous allons revenir là-dessus avec une démonstration explosive. Oui. Alors pour le moment, ce qui doit être bien clair pour tout le monde, c'est le rôle abject de ce petit morveux de collabo, un collabo du réseau pédocriminel, qui a consisté, en l'occurrence, à enfoncer
Sandrine Gachadouin, dans toutes les largeurs, à l'occasion de cette machination judiciaire de association de malfaiteurs ayant entente d'un projet de multiples enlèvements d'enfants. Vous connaissez la farce, pour laquelle, en fait, farce, la malheureuse mère de famille était accusée d'être le commanditaire du dit projet, d'être notre commanditaire. Oui, dès le début de cette machination, Luth déclarait, je cite, que l'existence d'un tel projet était probable, vu que Sandrine Gachadouin, cette femme très perturbée, n'avait pas réussi à récupérer ses enfants par la voie judiciaire. Et toute la perversion du rôle de cet énergumène joué lors de ce procès a consulté justement à instrumentaliser son faux profil d'activiste contre les réseaux pédocriminels, soi-disant engagé dans la courageuse démarche citoyenne qui consiste à mener des enquêtes citoyennes en zone interdite. C'était un peu un genre de cheval de Troie. Complètement. Quoi de mieux pour les ignobles en robe noire qu'un activiste à contre-courant du système, mais qui abonde dans leur sens, pour affirmer que leur proie, Sandrine Gachadouin à ce moment-là, est une déséquilibrée, manipulant la parole de ses enfants et projetant de les enlever à nouveau. Ouais. Alors, effectivement, en fait, d'enquête en zone interdite, le pseudo-activiste n'avait à son actif à ce moment, quand on l'a rencontré, quand on a accepté de le rencontrer, que des récits un peu fumeux sur ces prétendues enquêtes de terrain dans le cadre de l'affaire de Marion Wagon de 1996. Oui, complètement. Qu'est-ce qu'il nous avait raconté? Qu'il était à Agen, qu'il avait suivi quelqu'un, qui est rentré dans une maison, donc il a vu qu'il n'a rien vu. En fait, c'était vraiment, ça allait pas plus loin que ça. Ah, sois pas si dur, il a vu que la maison était au bord d'une route. C'est ça. Et que le type, il avait fermé la porte derrière lui. En plus. Bon, voilà. C'est vraiment, c'était ça. Voilà, vous avez compris. Alors, c'était du grand brassage d'air monté en épingle, bien sûr, qui ne risquait absolument pas de nuire au réseau que nous étions en train de mettre à jour, dans toute sa dimension réelle, c'est-à-dire avec l'imbrication formelle de l'institution judiciaire. Rappelons que la démonstration sur laquelle nous étions consistait à établir que ce qui avait été dénoncé par le rapporteur spécial Juan Miguel Petit en 2003 concernant le climat de trahison institutionnelle systématique dans le cadre des affaires de viol d'enfants persistait et s'aggravait. Oui, il est important de revenir sur cette démarche fondamentale de nos enquêtes dans ce cadre qui était toujours de mettre en lumière l'avalanche de malversations judiciaires intervenant systématiquement dans chacune de ces affaires, afin, je disais, d'interdire la manifestation de la vérité d'une part, puis de se retourner contre les parents protecteurs par le biais de représailles terroristes déguisées en mesures judiciaires d'autre part. Comme dit un peu plus en avant, le plus grave dans toutes ces affaires reste bien sûr qu'à travers ce protocole odieux, les enfants victimes de faits de viol sont systématiquement livrés de façon permanente ou à l'occasion de garde alternée à leur bourreau, blanchis d'office par les ignobles en robe noire. Oui, car ce que nous avons fini par établir de façon formelle, c'est que ce protocole vise à protéger toute agression sexuelle de mineurs sans aucune distinction de classe sociale, s'il vous plaît, c'est très important. Et donc à permettre la contamination de la société entière, ce qui est aujourd'hui un petit peu plus visible avec les autres offensives de la révolution du genre, la loi Chiappa, etc. Cela ne fait pas de l'ordre de la théorie du complot, mais relève du constat. Alors, trop de prétendus activistes ou pseudo-experts en la matière continuent à s'imposer avec des discours collaboraux visant à minimiser bien sûr la gravité du problème collectif que nous venons de décrire. À noter que le morveux de l'EU n'échappe pas à la règle, cette espèce de cas social au service du réseau, d'autant que pensant s'être fait un nom sur notre dos, et bien maintenant il se prend au sérieux, cherche à se donner une dimension, n'est-ce pas, d'experts en la matière de pédocriminalité, à coquiner à d'autres pseudo-grandes plateformes de cyberactivisme. Vous voyez qui je vise. Oui, effectivement, ce tordu ne remarquait sur le net que depuis qu'il nous crache au visage et tente de nous discréditer.
l'un comme l'autre, avec son histoire sur ta disparition, hein, suite au piège que lui, il t'a tendu pour que tu te fasses choper par les gendarmes d'Amancé en 2012. Et nous constatons en passant qu'il tient lui aussi ce discours collabo qui consiste donc à prétendre que l'institution judiciaire, loin d'être, comme nous disons-nous, le bras armé du réseau, serait simplement perturbée dans son fonctionnement par des interférences mafieuses, certes dans le registre des sociétés secrètes. Ainsi, pour ces collabos, certaines affaires, et non la totalité d'entre elles comme nous l'avons établi, bloqueraient en raison d'implications ponctuelles, sporadiques de notables, et plus généralement de notables appartenant, certes, à quelques sociétés secrètes comme la franc-maçonnerie. Ce discours type de tout collabo s'impose dans toutes les conclusions de la majorité des associations se prétendant de protection de l'enfance contre la pédophilie, ainsi que de nombreuses plateformes de cyberactivisme sur le même registre. Oui, et pourtant, pour ne pas paraître à la ramasse dans leur pseudo-dénonciation, ces traîtres au service du réseau se risquent un petit peu aussi à parler de réseau. Là, ils ont du mal, hein. Ils commencent à se marcher sur les pieds. Mais réseau avec un X à la fin du mot, s'il vous plaît, c'est-à-dire au pluriel, car aucun d'entre eux ne veut parler du réseau comme nous faisons nous, comme nous en parlons, c'est-à-dire le réseau occulte planétaire, cet unique et seul réseau, aux sous-réseaux nationaux, qui eux-mêmes abritent des sous-réseaux régionaux, à l'origine donc de la formelle trahison de nos institutions judiciaires dans leur globalité, qui est encore donc quelque chose dont il ne faut pas parler. Et en parlant de réseau, donc au pluriel, sans aller plus profond comme nous le faisons, dans l'idée, eh bien, tout collabo se marchant sur les pieds d'ailleurs, finit par être assez facilement identifiable, surtout depuis que nous pointons le doigt sur ce type d'argumentation, que nous vous alertons là-dessus. Alors, c'est loin d'être de la pure ignorance, effectivement, car dans le même temps, vous remarquerez que ces plateformes de cyberactivistes, ces pseudo-défenseurs des enfants et autres, qui tiennent ces discours, s'acharnent, comme le morveux Jérémy l'a eu, pour relayer les mêmes sempiternelles calomnies à notre égard. Oui, leur public, ainsi manipulé et détourné de l'examen de nos conclusions, ne pourra donc pas appréhender la dimension réelle, effroyable, du vrai problème collectif qui se cache derrière le thème de la pédophilie, tel que présenté par tous ces collabos. Eh oui. Alors, nous allons donc rappeler en 2 phrases, 2 paragraphes, quelles sont nos conclusions en fonction de nos enquêtes interdites, de nos expériences et de notre vécu qui sont exclusifs, exceptionnels, uniques. Bien plus que de pédocriminalité. Déjà, nous n'employons pas le terme pédophile, nous employons le terme pédocriminel. Eh bien, fléau qui n'en serait pas un en soi sans l'implication profonde et active de nos pseudo-élites sociétales, nous parlons de la protection institutionnelle de la pédocriminalité. Nous avons mis formellement en évidence cette réalité aussi surréaliste qu'odieuse par nos expériences et travaux d'enquête qui, au final, sont venus croiser la réalité d'une série d'offensives contre le genre humain qui frappe l'enfance de plein fouet. Nous parlons de adoption pour tous, l'initiation à la pornographie dans les écoles, dès la crèche, droits sexuels pour les enfants, et dernièrement, loi Chiappa, sur laquelle nous reviendrons avec une vidéoconférence spéciale. Loi Chiappa, et puis j'ai envie de rajouter aussi cette obligation de scolarisation des enfants dès 3 ans, qui serait applicable en fait seulement à partir de 2019 par Macron, mais qui commencerait déjà à provoquer des actions de terreur judiciaire, de terreur institutionnelle. Il y a des parents qui ont déjà eu des soucis parce qu'ils ont refusé cette année d'amener leurs enfants à l'école dès 3 ans. Ouais, il y a encore beaucoup de choses à faire. Vous allez rester terrorisés à comprendre toute l'ampleur, toute le profond de ce qui est en train de se passer. Alors, nous démontrons que toutes ces offensives dans la vidéoconférence qu'on est en train de préparer pour vous sont reliées les unes aux autres avec le thème central de la révolution du genre et qu'elles s'inscrivent toutes dans ce même cadre,
que celui de la protection institutionnelle de la pédocriminalité et des pratiques sataniques. Je dis bien protection institutionnelle de la pédocriminalité, protection institutionnelle aussi des pratiques sataniques. C'est très important. Alors la pédocriminalisation ainsi que la satanisation de l'espèce humaine est ce fameux programme suivi par les sociétés secrètes, hein, en parlant de complots pédophiles pour les crapauds baveurs des médias. Ces sociétés secrètes qui contrôlent le bétail humain depuis, on peut dire, la régie de l'ingénierie sociétale ou depuis le sommet de la pyramide civilisationnelle, en fait, depuis leur réseau, un réseau au singulier. Dans la vidéoconférence que nous préparons en ce moment sur la loi Chiappa et beaucoup plus, nous vous apporterons enfin les explications qui donnent son sens à cette insoutenable réalité. Explications qui manquent tant. Oui. Ouais. Donc il faut bien comprendre en quoi nos conclusions horripilent tant les collabos, en particulier les pseudo-activistes, les associations se disant de la lutte anti-pédocriminelle. Car sur un plan pratique concernant les parents protecteurs, en fonction de cette réalité effroyable de protection institutionnelle de la pédocriminalité et du satanisme, nous assurons toujours et plus que jamais que la seule et unique façon de sauver les enfants pris au piège formellement d'une configuration pédocriminelle, c'est, avant tout, d'éviter le système judiciaire, surtout le système judiciaire, et de disparaître avec les enfants à protéger, le plus loin possible de la civilisation, le plus longtemps possible. Oui, mais tu dis plus que jamais, effectivement, plus que jamais, parce que, on le disait, avec les dernières grandes avancées, la loi Chiappa, école se divisant obligatoire dès les 3 ans, la terreur vaccinale aussi, dont on ne parle malheureusement plus assez, qui est appliquée sans aucun obstacle par Macron, et qui est, je vais faire une petite parenthèse, un plan de stérilisation de notre collectivité. Hein. La terreur vaccinale qui est appliquée avec les 11 vaccins obligatoires est un plan de stérilisation, entre autres, qui vient en complément d'un des axes de la révolution du genre, qui est de réformer la civilisation humaine avec un système, une matrice de procréation artificielle assistée par l'intelligence artificielle. Et oui. Donc, dans un tel contexte, absolument rien ne peut plus protéger vos enfants sur le sol français. Et la prise de maquille restant même extrêmement aléatoire et dangereuse, on l'a vu avec l'expérience, la mésaventure tragique de Sandrine Gachalois. Alors, les associations, les innombrables collabos qui sont infiltrés dans ce combat, évidemment perdraient tout intérêt s'ils admettaient leur réelle impuissance, s'ils reconnaissaient l'écueil de leur démarche toujours politiquement correcte, dans un cadre où, on va l'expliquer avec cette fameuse vidéo qui viendra, conférence vidéo, vous allez comprendre que tout parent protecteur est hors la loi, s'il persiste à être protecteur. Alors ces collabos et autres traites infiltrés dans le combat sont d'ailleurs des slabs sur ce point. Diffusent-ils, oui ou non, ces mêmes consignes que nous nous donnons, qui correspondent à la réelle gravité de la configuration du problème collectif que nous dénonçons? Ou insistent-ils pour vous inviter à avoir encore et toujours recours à leur bon service, dans l'idée, je ne sais pas, que vous obteniez gain de cause, par voie judiciaire par exemple? Ou encore tentent-ils de vous convaincre qu'ils vont résoudre le problème collectif, d'ailleurs comment est-ce qu'ils l'énonceraient, uniquement en organisant des manifestations? Eh oui, la manif est juste intéressante pour sensibiliser les masses et créer une émulation autour d'un problème, autour d'une problématique seulement, à l'instar de toutes les offensives de communication, de dénonciation sur les réseaux sociaux, etc. En soi, ça ne résout absolument rien. Bien. Alors, la manif, qui ne rentre pas dans une stratégie élaborée en vue de renverser les traîtres au pouvoir et de désagréger l'ingénierie sociétale que nous dénonçons, ne nous avance à rien et est naturellement hors sujet pour tout cas individuel de persécution judiciaire. Notez-le au passage. Pire, ce type de mouvement de masse nous berce d'illusions, nous donne une impression de force, de cohésion, et en cela, les suppôts de Satan sont toujours ravis
de nous voir descendre dans la rue pour aller nous friter avec les gendarmes mobiles et les CRS. La manifestation pour les suppôts de Satan qui sont à la régie de l'ingénierie sociétale, bah c'est un peu, cette image ne va pas plaire à tout le monde, comme le troupeau de vaches dans l'étable qui subitement se met à beugler, hein, les vaches se mettent à beugler de concert, sans un seul instant évidemment menacer l'intégrité de leur enclos. Oui, vous comprenez mieux qu'en fonction de tel discours, il y a pour les suppôts de Satan, jusqu'aux plus misérables collabos, en passant par tous ces mouvements et toutes ces associations, si fusionnées avec la matrice, la nécessité est de tout entreprendre pour nous discréditer le plus possible, n'est-ce pas? Nécessité et urgence, hein, oui. Alors, c'est en fait le meilleur moyen d'ensabler non seulement nos travaux d'enquête, nos alertes, nos conclusions, qui sont du reste beaucoup trop accompagnés de cette consigne générale qui est l'action. L'action et encore l'action, en plus en donnant l'exemple. Voilà. Vous aurez donc compris jusqu'ici en quoi nos conclusions sont si particulières et nécessitent que tous les membres du réseau, depuis des crapauds baveurs, des merdias, comme tu les appelles, jusqu'au cas social de type lutte, s'accordent pour, par le biais de la campagne diffamante, à interdire que les dites conclusions, qui sont les nôtres, ne puissent pas faire leur chemin dans l'esprit de nos contemporains. Oui, car ce que nous mettons si clairement en lumière, surtout avec les conclusions que nous allons y apporter enfin dans la prochaine vidéoconférence, devrait provoquer en principe une réelle prise de conscience d'une minorité sacrée. Cette minorité sacrée que nous cherchons à identifier, elle sera sacrée parce qu'elle sera précurseur de la rébellion humaine, qui manque tant, qui est notre seule sortie, notre seule issue de secours. Et en fonction de ce que nous avons compris et que nous avons bientôt vous communiquer sur ce sujet, vous comprendrez que c'est la seule sortie et c'est notre but existentiel à tous les deux. Pour revenir au cas de Sandrine Gachadouin, sur lequel nous sommes tout de même allés travailler malgré l'avis défavorable de ce lutte, du coup sans son aide, en août 2012, celui-ci ne diffère absolument pas des innombrables d'autres cas de parents protecteurs persécutés, propres au réel climat de trahison institutionnelle que nous avons mis en lumière dans le sillage du rapporteur spécial de l'ONU, Juan Miguel Petit. Et non, ce cas, le cas de Sandrine Gachadouin, réunit au contraire tous les fameux ingrédients relatifs à ce que nous dénonçons depuis des années dans le sillage de ce fameux rapport de l'ONU de Juan Miguel Petit de 2003. Et le point fort sur lequel se sont appuyés une nouvelle fois les ignobles en robe noire, avec la collaboration active de l'énergumène Lu, lors de ce simulacre de procès du 30 août 2018, aura été d'asséner que les faits dénoncés par Sandrine Gachadouin n'avaient jamais pu être établis par la justice. Ah oui, alors qu'en fait, la justice avait, dans ce cas comme dans tous les autres cas, agi en conscience pour interdire que les dits faits puissent être établis par le biais d'une véritable enquête judiciaire. Donc, fort de cette allégation si facile et crapuleuse, bien sûr, les ignobles en robe noire, ainsi que les crapauds baveurs des merdias, et puis des Jérémy Lu, extrapolent cette absence d'établissement des faits de façon à affirmer que toute l'affaire a été le fruit d'une invention de la part du dit parent protecteur, c'est-à-dire, en l'occurrence, de Sandrine Gachadouin. Et quel sera le motif d'une telle pseudo-manipulation du parent protecteur? Conflit de couple, volonté de priver son ex-conjoint de la garde des enfants. Voilà, le fin mot est lâché, le grand prétexte, la grande manipulation qu'on retrouve dans toutes ces affaires. C'est uniquement un conflit de couple. Or, nous avons établi le fait que le conflit de couple, en fait, dans le cadre de l'affaire de Sandrine Gachadouin, mais n'avait même pas éclaté à l'occasion des dénonciations faites par la petite Léa, qui, suivie par une pédopsychiatre durant une année entière, persistait à déclarer que sa grand-mère paternelle, c'était bien sa grand-mère paternelle à l'époque, appliquait sur elle commettait des agressions sexuelles.
Et il faut savoir que le conjoint de Sandrine Gachalois, donc Johan Kallio, l'avait accompagné à la brigade de gendarmerie lorsqu'elle était allée porter plainte, afin de protéger ses enfants, leurs enfants, de la détraquer de grand-mères pédocriminelles incestueuses. Oui, à cette période, Johan Kallio, loin d'être en conflit avec Sandrine Gachalois, avait eu, au contraire, tenté d'obtenir des explications de sa mère, laissant sous-entendre que lui-même avait été victime des agressions sexuelles de sa mère, étant enfant. Oui, tout à fait. Et ce n'est effectivement que bien plus tard que la petite Léa a finalement incriminé son propre père, ce qui a fini par déclencher, après, effectivement, un conflit de couple. Ouais. Quelle mère de famille ne rentrera pas en conflit avec un conjoint pédocriminel incestueux? Découvrons cela. Donc, l'histoire du conflit de couple, problème soi-disant à l'origine des dénonciations de la mère des enfants, est un pur mensonge totalement crapuleux, porté une nouvelle fois par le réseau, en l'occurrence donc, eh bien, surtout le baveux de service servant le clan pédocriminel des Kallio, Daniel Picotin, qui aime bien s'exprimer aussi sur Internet. Mais l'EU, ce sinistre vaurien, a aussi joué de ce mensonge classique des réseaux pédocriminels et des ignobles robes noires, sur le ton, lui, de l'insinuation un petit peu plus sournoise. Car c'est l'esprit de ses déclarations, lorsqu'il dit la voie judiciaire ayant échoué, en parlant des tentatives de Sandrine Gachalois de faire appliquer la loi pour la protection de ses enfants, des enfants victimes. Mais en disant ça, il insinue qu'il ne s'agissait donc que d'une manipulation de la part de la femme, appuyant sur le fait qu'il l'avait jugée très perturbée. Alors, à la grande différence du pseudo-enquêteur citoyen Léu, nous, avant de nous permettre d'ouvrir notre bouche pour parler de l'affaire, eh bien nous avons donné la parole à la mère de famille, Sandrine Gachalois, et étudié le dossier sur pièce, vérifiant notamment les dates de chaque événement ainsi que leur réelle chronologie. Et le ressorti de notre travail est que les probabilités que les dénonciations de cette femme soient fondées étaient très élevées. Les chances que l'affaire soit une manipulation crapuleuse de la part de la mère de famille, quasi nulles. Mais dans ce cas effroyable ou de façon plus que probable, donc, des enfants seraient pris au piège de prédateurs sexuels par décision judiciaire au moment même de notre interview, nous sommes conscients du fait que notre travail d'enquête ne va rien changer en cela et que la justice persistera à se dissimuler derrière cet argument fallacieux de non-établissement des faits, ainsi retourner en établissement des bouffées délirantes de la malheureuse mère de famille pour ces vaines tentatives du passé d'actionner des acteurs judiciaires dans l'espoir d'une enquête. Oui, donc, bien conscient de ce fait, nous avons décidé d'aller plus loin. Aller plus loin, qui est donc cette notion qui est au cœur du procès d'intention dans la machination judiciaire qui a été créée de toutes pièces par le procureur de la République, Coindo, procureur de Saintes, donc à cette époque en 2012. Oui, ainsi mon intention était de tenter de recueillir le témoignage interdit de Léa, 12 ans en 2012, parce que c'était elle, l'aînée des 3 enfants de Sandrine Gachalois, qui avait dénoncé les agressions sexuelles commises par sa grand-mère paternelle, puis dénoncé que son propre père avait les mêmes pratiques. Oui, et il faut soulever un point important en passant. Concernant cette particularité aussi sordide qu'incroyable pour tout néophyte, les gens qui ne connaissent pas la problématique des réseaux pédocriminels, c'est un truc qu'ils ont du mal à intégrer, à comprendre, à propos donc d'agressions sexuelles commises par la grand-mère. Le grand-père, lui, étant spectateur aussi. C'est qu'une telle dénonciation tend à détruire dans l'œuf la démarche du parent protecteur en direction de la justice, parce que cette justice, elle s'y prompte toujours à établir que les accusations ne peuvent être que mensongères, que de pure calomnie en fonction de l'énormité des faits qui sont amenés. Ouais. Si Sandrine Gachalois avait voulu construire une histoire sordide de viol par ascendant pour nuire à son conjoint, pas du tout ex-conjoint à ce moment-là,
et s'assurer d'avoir la garde exclusive des enfants par la suite. Pourquoi aurait-elle inventé les déclarations de Léa accusant en premier lieu la grand-mère paternelle? Et oui, parce que la seule évocation des faits d'abus sexuels par un parent est déjà si sordide en soi que c'est ça déjà qui est instrumentalisé à la base par l'imposture judiciaire, par les ignobles en robe noire, pour assurer qu'il ne peut s'agir que d'une manipulation du parent protecteur et du coup que lancer une enquête ne peut que nuire gravement à la présomption d'innocence de l'adulte accusé. Alors, toujours cette fameuse présomption d'innocence qui ne sert qu'à protéger les pédocriminels. Nous, on n'y a pas eu droit. Alors, l'évocation concernant des agressions sexuelles commises, qui pourraient être commises par une femme, qui de plus est plus âgée, c'est quelque chose qui heurte toute personne normale non avertie sur ces histoires abjectes de pédocriminalité. Et parler de tels faits maintenant en incriminant une grand-mère, vous imaginez, c'est offrir sur un plateau à l'imposture judiciaire cet argument crapuleux de dire que les faits ne peuvent pas être vrais, tellement ils sont abominables, hein, que ça ne peut être que de pure calomnie. Avec cette analyse, le fait que Sandrine Gachadouin ait parlé des agressions sexuelles commises par la grand-mère paternelle sur la petite Léa, déjà lorsque celle-ci était en bas âge, ne peut donc pas être une invention de sa part à des fins crapuleuses contre son ex-conjoint, contre son conjoint à ce moment-là. Et non, Sandrine Gachadouin, en fait, elle avait simplement fidèlement relayé et porté les dénonciations de la petite Léa, aussi incroyables qu'elles fussent, espérant avoir l'aide de l'institution judiciaire, non pas pour enfoncer son conjoint, non désigné à l'époque comme agresseur sexuel par Léa, mais bien pour protéger ses enfants, tout simplement. Nous connaissons la suite, hein? Mais pour celles et ceux d'entre vous qui ne l'ont pas à l'esprit et qui vous intéressez à cette affaire, nous vous invitons à écouter le témoignage que nous avons pris de Sandrine Gachadouin en juillet 2012 à Agen. Voilà, puis vous n'aurez donc de ce fait plus aucun doute sur le fait que rien ne permet à quiconque d'enfoncer Sandrine Gachadouin, tel que le misérable Jérémy Lehu l'a fait à l'occasion de ce procès d'inquisition du 30 août 2018. En fait, le mal était déjà fait depuis sa garde à vue en octobre 2012. Oui. Il n'avait pas hésité à enfoncer la mère de famille, ainsi que moi-même, emprisonnée également à ce moment-là, en disant aux gendarmes ce qu'ils avaient besoin de relever de la part d'un témoin pour donner corps à la récente accusation, à savoir que Sandrine Gachadouin était folle, qu'elle tenait des propos incohérents et qu'elle voulait récupérer ses enfants par tous les moyens, sa tentative de les récupérer par la voie judiciaire ayant échoué, concluant qu'il était donc probable qu'il y a eu un projet d'enlèvement. Comprenez bien, hein? Et l'on n'en sait rien, mais il fait tout ce qu'il peut pour enfoncer tout le monde un maximum. Ouais, et puis en cette occasion-là, surtout Sandrine Gachadouin. Alors le sinistre collabo, il n'a pas eu besoin, en fin de compte, de faire plus que de répéter devant les ignobles en robe noire le jour du procès ces déclarations infamantes faites spontanément à l'occasion de sa garde à vue de 2012, évidemment. Cet épisode de la machination judiciaire en question n'était d'ailleurs pas, comme il le dit, l'affaire Maillot, mais ce qui se veut être la conclusion définitive de l'affaire Sandrine Gachadouin contre les Caloueux. Oui, alors tout est clair concernant maintenant la relaxe donc, de ce triste individu. Hein. Absolument. En aucun cas un véritable activiste effectuant des enquêtes en zone interdite, à contre-courant de l'institution judiciaire, osant mettre en cause, n'est-ce pas, l'institution judiciaire, et donc nuire au réseau dans sa globalité, n'aurait ainsi été gracié par les ignobles en robe noire. C'est absolument incohérent, impossible. Il aurait au contraire été la cible privilégiée, un exemple de plus à faire pour dissuader quiconque de se risquer dans ce genre de démarche si inconvenante. Car un autre lutte est celui qui, lors de la conférence annoncée, que j'ai organisée le 20 octobre 2012, suite aux faits divers de l'arrestation manquée et de la disparition de Stan qui en a suivi,
a donné des détails concernant l'implication des gendarmes dans la protection supposée d'un supposé réseau pédocriminel régional. Oui, vous allez comprendre plus tard pourquoi on est obligé de mettre des supposés un peu partout. Une affaire pour laquelle les conclusions judiciaires apportées par la suite par notre bonne vieille justice, de toute façon, suite aux dénonciations si détaillées de Jérémy Lu, assistaient d'une invention de plus de la part des activistes du groupuscule complotiste. Et curieusement d'ailleurs, les articles de presse de l'époque ne mentionnaient absolument pas le petit Jérémy Lu. Non, non, c'était nous qui étions une fois de plus tournés en dérision. Et non, ce petit misérable qui nous avait attirés dans ce piège du 22 septembre 2012. Sur base de sa prétendue affaire, donc de réseau pédocriminel satanique, régional, protégé par les gendarmes du coin. Alors nous allons revenir sur cette affaire avec une analyse absolument explosive, auquel vous ne vous attendez pas, et plus que dévastatrice, du coup, vous allez voir. Donc le but pour l'accès, cela n'a aucun sens, sauf si on considère qu'il n'a jamais été cet enquêteur citoyen en quête de vérité interdite. Mais un individu actionné par le réseau pour nous faire tomber dans un piège, monté de A à Z, pour nous calomnier par tous les moyens suite à l'échec de ce piège, et pour enfoncer la malheureuse mère de famille à qui il fallait donner le rôle de désaccès, nous ayons commandité le rapt de ses propres enfants. Oui, et puis lui, l'énergumène de service, il va vous dire que s'il a été relaxé, c'est parce qu'il n'avait rien à voir avec cette histoire de projet de kidnapping imaginé par la justice. Oui, seulement. Il se trouve qu'aucun d'entre nous, de toutes les accusées prises dans cette tourmente, n'avait quelque chose à voir avec cette accusation imaginée dans le cadre d'une machination judiciaire. Ouais. Pour finir avec ce chapitre-là, apprécions comment l'individu tente de présenter la nouvelle un peu curieuse de sa relaxe à travers sa version du procès. On voit qu'il est quand même un petit peu, il se sent un peu merdeux, il est un peu embarrassé d'être si ostensiblement facilement épinglable comme traître de service. Ouais. Il a failli écoper d'une peine, mais a été épargné de justesse. Ah oui, c'est pas passé loin. Il a senti la balle siffler à son oreille, ça a failli décoiffer. De quoi s'agissait-il? De quoi s'agissait-il? Travaux d'intérêt généraux. Pardon? Travaux d'intérêt généraux. Oh là là. Eh oui, vous imaginez le moment de solitude que ce triste énergumène a dû traverser en entendant les réquisitoires du procureur qui demandait à ce qu'il écope de quelques mois de travaux généraux, quelques semaines, je ne sais pas. Il se voyait déjà le pauvre type avec un manche de balai cantonnier dans les mains, au travail. Ça aurait été trop dur, Il a dû passer un grand moment de solitude. Tout de même, ils ont été un petit peu durs avec lui sur ce coup-là, il faut reconnaître. Ouais. Il faut reconnaître. Mais tout de même, il y a une justice. Conclusion de cette affaire. Il y a une justice parce qu'on a beau être ignoble en robe noire, on ne peut pas être si injuste et si, si ingrat envers un si bon apprenti. Donc, il a été relaxé. Donc voilà, les amis. Merci pour votre écoute. Nous allons vous tenir au courant. Nous allons faire la suite. Oui, une suite arrive dans pas longtemps. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce piège d'avancée. Beaucoup de choses. Vous allez rester un petit peu... Sur le piège d'avancée et sur la loi Chiappa et tout ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle en France et partout dans le monde. Voilà, chers amis, à bientôt. Merci. Au revoir. Merci.